Reprise de l'audience. Vous asseoir. Sous le même serment, monsieur. Bien. Alors, Monsieur Lapierre, nous discutions de votre équipe qui était dédiée au projet CASA. Ce que j'aimerais savoir d'abord, c'est de quelle façon vos constats de votre équipe sont acheminés à votre supérieur, Mme Abdelmalak ou M. Pelletier. Est-ce que vous avez des rencontres avec elle? Comment ça se passe, là, ce lien hiérarchique entre votre équipe et la directrice ou le directeur de la DVIEP? Bien, c'est sûr que dans l'équipe, on se parle des constats qu'on a, ceux qui sont prêts, ceux qui sont matures, qui sont appuyés. Puis après ça, je rencontrais ma directrice à l'époque ou Daniel Pelletier plus tard. Puis on échangeait, on disait c'est quoi les constats qu'on avait. Puis si pour lui, là, ça lui convenait, si on avait les pièces justificatives, tout ce qu'il y avait pour appuyer les constats. C'est des discussions qui sont... Est-ce que l'accès est facile à votre supérieur? Oui, oui, ça a toujours été facile. Des discussions sans filtre avec eux? Sans filtre. Il n'y a pas de censure là, entre vous et votre supérieur? Non. Maintenant, vos notes, vos constats, je comprends que vous les transmettez à votre supérieur dans un premier temps. Par la suite, à votre connaissance personnelle, que se passe-t-il avec vos notes, vos constats, une fois que vous les avez transmis à votre supérieur? Bien, mon supérieur rencontre la patronne ou la patronne, la PCD, puis... Qui est à l'époque, donc la PCD étant la présidente, chef de la direction. Chef de la direction, oui. Oui. Et à l'époque, c'est? Madame Tremblay. Madame Nathalie Tremblay. Oui. Parfait. Est-ce que vous êtes présent à ces rencontres-là? Au début, oui. Quand vous dites oui. Au début, situez-nous, là, quelle année à quelle année? Peut-être jusqu'à 2018, là. Sans dire que j'étais tout le temps là, j'étais souvent présent. À partir de 2018, je l'étais moins. J'ai quand même participé, mais peut-être une fois ou deux, là. Ou trois, là. Hein? Il y a un changement du modus operandi à partir de 2018. Oui. Où là, à ce moment-là, je comprends. Et là, à ce moment-là, en 2018, c'est M. Pelletier qui est le directeur. Oui. Et donc, lui va aller seul voir Mme Tremblay. Oui. Les notes maintenant vous avez des notes de la direction de la vérification interne? Oui. Sur le projet CASA? Oui. Qui les signe? Qui signe les notes? Jusqu'à 2018, je les préparais puis je mettais mon nom. Après 2018, il n'y avait plus de signature. Là, c'était vraiment fait sous une forme de note de service. Pourquoi est-ce que vous arrêtez de signer les notes? Pourtant, c'est vous qui êtes coordonnateur, là. Pourquoi est-ce que vous arrêtez de signer ces notes-là en 2018? Dans le fond, c'est que les notes continuaient d'évoluer après, puis je n'étais pas tout le temps là. Hein. Je n'étais pas confortable qu'on change les documents après que j'ai mis mon nom. C'est tout simplement. J'aimais mieux pas mettre mon nom, tout simplement. Je préparais la note, puis je mettais le contenu pour mon directeur. Bon, mais là, c'est important. Là, vous dites que la note continuait d'évoluer. Oui. À quel moment, à quel endroit elle continuait d'évoluer, cette note-là, là, si vous n'êtes pas présent? Elle continuait d'évoluer dans le bureau de la PCD. Dans le bureau de Mme Nathalie Tremblay? Oui. En présence de M. Pelletier? Oui. Et là, vous dites, moi, je peux pas... Je veux bien signer, mais la dernière version des notes, si cette version continue d'évoluer, moi, je veux retirer mon nom. C'est ça. Ça venait de vous, la demande, ou ça venait de quelqu'un d'autre? C'est moi qui avait dit à Daniel d'arrêter que je ne mettais plus mon nom. Vous avez dit à M. Pelletier, moi, je veux arrêter de mettre mon nom sur les... C'est ça? Oui. Mais il comprenait, là. Hein, lui, ça lui laissait un petit peu plus de marge de manœuvre aussi, là. OK.
Donc, il n'y avait pas de conflit à ce niveau-là, Non. à ce sujet-là avec M. Pelletier. Là. Non, pas du tout. Par la suite, selon votre compréhension, votre connaissance personnelle, Monsieur Lapierre, vos notes sont acheminées vers où une fois qu'elles ont donc été présentées à Mme Nathalie Tremblay, PCD, une fois qu'elles ont passé dans son bureau, là, elles vont où vos notes de vérification? Vos notes? Concernant CASA, ça allait au comité conjoint de mémoire, là. Le CTI, CVP, CTI, 4B. Le CTI, CPV, qui est devenu le CTI, CAPV, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, qu'on a appelé le comité conjoint depuis le début de nos On va travaux. rester avec le comité conjoint. On va, oui, d'accord. On se comprend. Est-ce que est-ce que vous êtes présent au comité conjoint? J'ai participé à certaines rencontres, oui, pour présenter la note. À quel moment est-ce que vous êtes présent à une certaine période et non à une autre période? Est-ce que, situez-nous un peu dans le temps? Je crois dans le temps de Mme Abdel-Malak, j'étais plus présent. Puis quand c'était des documents ayant trait à la cybersécurité, bien, c'était pas mal tout le temps moi qui présentais avec le directeur. D'accord. J'étais présent. Des fois, c'est lui qui présentait, mais j'étais présent, j'étais à côté. S'il y avait des questions, bien, je pouvais répondre. On va juste prendre un pas de recul, là. Madame Abdel-Malak a été remplacée par M. Pelletier vers quelle année, à votre souvenir? 2016, juin 2016. OK, donc de 2014 à 2016, Mme Abdel-Malak est votre supérieure. Oui, 2016, M. Pelletier prend sa place. oui. Bon. Là, vous dites, moi, j'allais au comité conjoint au départ avec Mme Abdel-Malak. Oui. Est-ce qu'à un certain moment concernant le projet CASA, vous avez cessé de vous présenter avec votre supérieur au comité conjoint? Concernant le projet CASA. Oui, ça a cessé. Quand, je me souviens pas exactement. OK. Mais oui, ça a cessé. Et là, vous avez parlé également de votre présence qui était requise concernant les mandats de cybersécurité. Là, je comprends qu'on ne parle pas, il n'est pas nécessairement question du projet CASA, là, mais plutôt de notamment des tâches que vous effectuez maintenant. Oui. Oui. Je vous dirais, le souvenir que mettons que j'y allais plus dans le temps de Mme Abdel-Malak qu'après avec M. Pelletier. Je dirais, grosso modo, c'était pas mal ça. Très Je ne bien. peux pas dire qu'il y a eu une coupure à quelle date, là, je ne me souviens pas. Là. Très bien. Monsieur Jude Martineau, Oui. ça vous dit quelque chose? Oui. Quelle est votre compréhension du rôle de M. Martineau? Je crois qu'il était président du comité de vérification. Donc, c'est un membre, c'est pas un employé de la SAC? Non, c'est un administrateur. Parfait. Qui préside également le comité de vérification. Qu'en est-il du comité conjoint? Comité conjoint, il y a d'autres présidents. Là. Je ne me souviens pas c'était qui. Je crois qu'il alternait. Est-ce qu'à votre souvenir, est-ce que M. Martineau siégeait également au comité conjoint? Oui, il me semble, oui. Les auditeurs externes maintenant, Monsieur Lapierre, et plus spécifiquement Ernst & Young. Oui. D'abord, bon, évidemment, vous êtes des vérificateurs internes. On a Ernst & Young également qui sont de l'externe. Quelles sont vos communications avec lui? Comment ça cohabite ces deux équipes-là? Souvent, ils sont venus nous voir en début de mandat pour dire qu'ils allaient commencer un mandat, ils allaient vérifier si on avait de l'information pour lui. Je pense qu'on a regardé aussi le suivi de leur rapport. Quand vous dites qu'ils sont venus vous voir au début, là, on est en quelle année? Au début du projet, là, à partir de 2017. À partir de 2017. Bon. Et quelle est votre compréhension de leur mandat plus spécifiquement? Ça semblait de l'assurance qualité. Là, on faisait des rencontres à haut niveau, souvent basées sur des entrevues. Là. Il n'y avait pas de mémoire, je ne me souviens pas qu'il ait fait de l'analyse approfondie de documents, là, il me semble que j'ai pas vu ça. Bien, justement, là, C'est pas impossible, là, mais Ouais. il me semble que... si vous comparez peut-être l'étendue ou la portée de vos démarches et les leurs, comment est-ce que vous comparez le tout?
C'est sûr que nous autres, c'est de façon plus approfondie. On va demander des pièces justificatives, on va analyser. M. Després est passé ce matin l'exemple, les changements de taux, de où ça vient. On pose des questions, des choses comme ça. On va analyser la reddition de compte. Est-ce que l'information qui est sous-jacente à ça est fiable? On va plus dans le, on va vraiment beaucoup plus dans le détail. Vous allez au-delà de ce qui vous est présenté, là, vous allez vérifier, corroborer des informations. Oui, oui. Faut vérifier. Parfait. Et qu'en est-il maintenant de Ernst & Young, toujours selon votre compréhension, votre point de vue? Ben, c'est sûr que c'est pas la même étendue. C'est une période courte qui vient, un auditeur, des fois plus. Puis c'est beaucoup d'entrevues. Procède par entrevue. Oui, beaucoup. Entrevue de qui? Dans le fond, des principaux intervenants du projet. Donc, ils vont avoir une entrevue, par exemple, avec M. Malenfant. Oui. Et vous, peut-être nous donner un exemple, quand vous dites que vous allez au-delà du document, là, puis vous avez parlé de M. Després, est-ce que vous êtes capable de me donner un autre exemple plus concret là, de vérification de données sous-jacentes que vous avez fait? Bien, pour la reddition de compte, on regardait des indicateurs, des pastilles. Quand c'est marqué rouge, c'est-tu vraiment rouge? C'est quoi en arrière de ça? Chose comme ça. On avait fait une analyse, d'ailleurs, assez exhaustive là, sur la reddition de compte en juin 2021. Qu'est-ce que vous aviez fait? On avait regardé comment se calculaient les RASF. Puis on a vu qu'il y avait une pondération. On a vu quel traitement, quand il annulait une tâche, quel traitement qu'il donnait. Est-ce qu'on le valorisait ou pas, des choses comme ça. Là, vraiment, là, on regardait est-ce que l'avancement qui est inscrit dans les redditions de compte, est-ce que c'est vraiment ça? De façon détaillée. Vous avez versé dans des termes un peu plus techniques là, pour le bénéfice de tous. Quand vous dites, parce que je pense que la vérificatrice générale, dans son rapport, en fait mention de ces tâches qui sont fermées et que ça a un impact sur l'indicateur. Oui. Mais là, vous dites, on est allé au-delà de cet indicateur pour vérifier qu'est-ce qu'il en était de cette tâche-là. Oui. Dans le cas, justement, des tâches des réexécutées ou des rework qui véhiculaient, par exemple, en juin 2021, on avait pris des transactions qui étaient des RASF qui étaient terminées dans la transaction. Ce qu'on identifiait, c'était terminé. Puis on s'est rendu compte qu'il y en a la moitié de ça qui était réexécuté par la suite. Puis à la reddition de compte, là, je ne me souviens pas, peut-être 6 mois plus tard, il y avait encore le corps qui était réexécuté. Fait qu'on voyait que des travaux, c'était terminé, mais on recommençait, là, sans recommencer, on modifiait. En tout cas, on corrigeait. Je n'osais pas, pour certains témoins, là, parce qu'on a entendu parler de ça, ICF et tout ça, avec les témoins du conseil d'administration, mais là, j'ai une personne qui est plus versée en informatique pour les besoins là, de la commission et du public qui nous écoute. Peut-être juste nous décrire en termes plus clairs. Là. Un RASF? Oui, c'est ça. Puis refaire une tâche. Tu sais, ça a l'air simple pour vous, là, mais il faut le comprendre. OK, bien. Je vais le faire dans mes mots, oui, dans le fond. C'est ça qu'on veut. On a des processus d'affaires, oui. Puis on a un PGI. Oui. Le match n'est pas 100 hein? On a des ajustements à faire au PGI pour s'assurer qu'ils répondent à l'ensemble de nos processus d'affaires. Ces petits écarts-là, bien, c'est des RASF. Ça peut être un écart sur un rapport, ça peut être un écart sur une interface, ça peut être un écart sur de la conversion, sur un workflow, là, je sais pas, sur un rapport. Ça peut être de quoi de très léger, rajouter un logo d'une compagnie à quelque part. Là. Ça peut être très léger, mais ça peut être beaucoup plus compliqué parce que là, il faut ajouter du code pour faire marcher ça. L'ensemble de ces petits écarts-là, ça donne le nombre de RASF. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est plus clair. Est-ce que je vous mets mal à l'aise si je vous demande l'acronyme, de nous faire l'acronyme de RICEF? Le R, c'est pour rapport. I, c'est interface. C, c'est conversion. E, c'est enhancement. F, c'est form.
W, c'est Workflow. Workflow. RISE, F. Je pense que je les ai toutes, là. Puis, je vais me permettre d'être un peu plus suggestif ici, là, c'est que pour ce qui est des tâches qui étaient indiquées comme étant fermées, exécutées, mais qui étaient réouvertes, est-ce que je comprends bien votre explication si je la résume ainsi? C'est-à-dire qu'on a une tâche qu'on va indiquer comme étant terminée, de sorte que pour l'indicateur, ça va nous dire, bien, on a bien progressé, c'est ouvert. Mais en réalité, quelques semaines plus tard, on va réouvrir cette même tâche-là pour venir compléter le travail. Exact. C'est exactement ça. Donc, en réalité, ce que vous nous dites, c'est que l'indicateur en vert, bien, beau être en vert, mais ça ne traduit pas la réalité des choses. Exactement. Parce que de facto, la tâche n'est pas complétée. Oui. Elle doit être reprise. Ouais, elle doit être reprise parce qu'il y a une certaine défectuosité ou... je comprends. Ça peut être un besoin oublié Aussi, 3 mois avant, puis on le rajoute, ou dû à des tests que, oh, il y a un petit bout qui ne fonctionne pas comme plusieurs raisons. Et ça faisait partie de votre travail, donc d'aller au-delà de l'indicateur en question, au-delà de ce que les gens rapportaient pour vérifier l'information. Oui, nous, l'objectif était de s'assurer que les décideurs avaient une bonne reddition de compte pour la prise de décision. Ça a été mentionné tout à l'heure, votre supérieur de l'époque, M. Pelletier, va venir témoigner devant la commission la semaine prochaine. On va pouvoir regarder avec lui les notes de la DVIEP. Mais j'aimerais avec vous, M. Lapierre, regarder un aspect un peu plus précis, un peu plus pointu, c'est-à-dire les appels d'offres pour les ressources stratégiques. Donc, on se trouve à ce moment-là en amont de l'appel d'offres pour le contrecadre. Vraiment, les appels d'offres pour les ressources stratégiques. Et pour être certain de bien comprendre, je pense qu'on va commencer par la pièce 26 P86. Si on pouvait l'exhiber à l'écran, donc 26 P86 à la page 278. Je pense que vous en avez une copie papier également, M. Lapierre. Il s'agit d'une note du 20 janvier 2016 d'Oda Abdelmalak. Oui. Alors, nous avons la note à l'écran. Note, donc, l'intitulé du document, note à la présidente et chef de la direction en 2016. On l'a nommé tout à l'heure, c'est Madame. Nathalie Tremblay. Et la note est envoyée donc le 20 janvier 2016 par Oda Abdelmalak. Vous l'avez précédemment identifié comme étant votre supérieur à l'époque. On est là quelques mois avant sa retraite, là, ce que je comprends. Oui. On va peut-être aller voir tout de suite à la fin du document, à la toute fin du document. Oups, on est allé trop loin. Voilà. Alors, on voit ici que la note a été préparée par vous. Oui. Elle a été vérifiée par Mme Lucie Paradis. Qui est-elle? La chef de service de la vérification interne. Qui, je comprends, est une cadre, mais pas votre supérieur hiérarchique direct. Non, c'est ça. Mais elle est tout de même dans l'équipe de Mme Abdelmalak. Oui, dans la direction. Parfait. Alors, on va revenir en haut maintenant. Quand on parlait tout à l'heure de travaux là, qu'on faisait, qu'EY ne faisait pas, ça c'est un exemple. Le contenu de la note, vous Oui, voulez le dire? contenu de la note, oui. Ça tombe bien, on va en parler. On va regarder peut-être ensemble. Bon, justement, là, vous mentionnez, donc le contexte de la note, il est inscrit à l'automne dernier. La direction de la vérification interne et de l'évaluation des programmes a participé à l'analyse des risques portant sur le processus d'acquisition PGI
dont les résultats ont été présentés au comité conjoint le 3 décembre 2015. Maintenant, si on descend, voilà, état de la situation. Il est mentionné, la DVIEP a procédé à l'analyse des résultats de certains appels au marché en TI, plus particulièrement ceux du bureau de projet et des conseillers stratégiques. Elle a également validé des données avec la direction de la gestion et de la conformité contractuelle. Peut-être vous pouvez nous déchiffrer un peu là, ce qu'il est question ici des appels au marché en TI, plus particulièrement ceux du bureau de projet et des conseillers stratégiques. On parle de quel contrat, à quelle fin ici? Le bureau de projet, bien, dans le fond, la gestion d'un bureau de projet pour... en fond, c'est des ressources. Pour quel projet d'abord? Il y a CASA, mais je crois que c'est pour l'ensemble des projets de la société. Parce que dans la société, il n'y a pas juste CASA qui fonctionne par projet. Mais par contre, les conseillers stratégiques, ceux-là, c'était pour CASA. C'était pour contribuer à la rédaction de l'appel d'offres du PGI. Donc, des conseillers stratégiques pour la rédaction de l'appel d'offres, le document d'appel d'offres qui va être lancé pour l'Alliance. Oui. À ce moment-là, M. Lapierre, là, à votre connaissance, est-ce que M. Carl Malenfant est à l'emploi de la société? Oui. On fait référence ici à la direction de la gestion et de la conformité contractuelle. On fait référence un peu plus loin dans le document également au RORC. Est-ce que vous pouvez nous faire la distinction, le cas échéant, entre les deux? L'un, c'est la direction vraiment qui gère des contrats, des appels d'offres, des choses comme ça. D'accord. Puis le ROC, lui, c'est lui qui est responsable de l'observation des règles contractuelles. À cette époque-là, c'était le vice-président aux finances et aux ressources humaines. Très bien. Paragraphe suivant, on mentionne « Suite aux préoccupations transmises à ce sujet par la DVIEP au ROC ». Quelles préoccupations? De quoi on parle ici? Est-ce que vous pouvez nous expliquer là, la genèse de cette note et des préoccupations dont il est question ici? C'est qu'à l'automne 2015, on avait rencontré le ROC concernant des appels d'offres qui se terminaient comme un seul soumissionnaire conforme. On a dit, il me semble que le marché aura peut-être plus est ouvert. Quand on fait un appel d'offres, on aime ça qu'il y ait plusieurs soumissionnaires pour s'assurer qu'on a le meilleur prix possible. On avait rencontré le ROC à l'époque concernant ces contrats-là, puis on avait aussi, là, on avait vu qu'il y avait c'est du monde qui connaissait... comment je pourrais dire ça, là? Il y a du monde de l'interne, là, je veux dire... On avait rencontré le ROC, là, parce que je me souviens, on avait un équipier qui avait vu des liens où il y avait d'anciennes expériences de travail là, avec le VPTI. Il y en avait beaucoup là-dedans. Puis on avait cette préoccupation-là. Là, pour dire, bon, c'est un appel d'offres, ça finit unique, puis c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un. Là, vous parlez du VPTI, là, vous parlez de gens qui ont... Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a un de vos coéquipiers qui a remarqué que l'adjudicataire d'un appel d'offres, où il y a eu un seul soumissionnaire conforme, est quelqu'un qui avait des liens avec des liens professionnels antérieurs avec le VPTI. Oui. Qui est le VPTI? Carl Malenfant. Est-ce qu'il y a un document qui a été préparé à cet effet-là, M. Lapierre? Oui. Je vais vous demander, s'il vous plaît,
d'exhiber la pièce 26P86. On devrait déjà y être, mais cette fois à la page 188. Je vous ai demandé si un document avait été produit à l'époque. Oui. Ce que vous voyez à l'écran, est-ce qu'il s'agit du document dont vous avez fait mention? Oui, c'est bien ce document-là. Qui a fait ce document-là, M. Lapierre? C'était quelqu'un de notre équipe. C'est quelqu'un de votre équipe Oui. de la DVIEP? Oui, bien, de l'équipe de surveillance du plan. Là, c'était Denis Carrier. Donc, qui est dans votre équipe de 3 personnes. Là. Oui, dans mon équipe de 3 personnes. Il est fait quand, ce tableau-là, M. Lapierre? Il est fait... Sans me donner un jour exact, là. Bien, il était durant la période où il y avait 2 appels d'offres qui étaient en cours. On les voit en haut, la barre bleue. Il y avait 2 appels d'offres qui étaient en cours. Pour les ressources stratégiques, des appels d'offres pour les ressources pour des stratégiques. ressources stratégiques, puis c'est là qui a été fait, là. Parce que l'appel d'offres n'était pas terminé, puis on voit là, que l'appel d'offres est en cours. C'est que c'est entre le moment de la publication de l'appel d'offres puis que le contrat s'est donné, ça, c'est clair. Donc, on est à l'automne 2015. Oui, On est avant la note que vous avez préparée, qu'on vient de voir tout à l'heure. oui. Et ce document-là, vous en obtenez une copie, vous, en 2015, M. Lapierre? Bien, c'était produit par notre équipe, oui. Par votre propre équipe? Oui. Bon. L'information qui est contenue dans le tableau ici, elle provient de... Comment est-ce qu'elle a été colligée? Sur Internet, là, avec les sites là, où ce que les consultants donnent un peu le CV pour savoir quel LinkedIn. Là. Donc, vous l'avez colligé avec des sources qu'on appelle des sources ouvertes. Là. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il est marqué d'ailleurs dans le coin inférieur gauche, l'information disponible sur Internet. C'est ça. Vous ne réalisez pas de perquisition là, à la direction de la Non, vérification non, non, interne? non. Ah, oui. OK. Qu'est-ce que vous pouvez... Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement là, le tableau? Là? Qu'est-ce que ça montre, finalement? Qu'est-ce que ça montre? C'est qu'on voit, là, pour les noms qui en bas, ça avait déjà fait l'objet de contrats avec la société. Là. Quand on voit Louise Savoie avait déjà eu un contrat avec la société, Madeleine Chagnon, Stéphane Mercier, via R3D, avait eu un contrat, Pierre Girard, puis Jean Canville. Ça, c'est tout du monde qui était à la société au moment de faire ce document-là. Qui était à la société à titre d'employé ou à titre contractuel? À titre contractuel. D'accord. Il y en a, c'est avec des contrats qui ont été obtenus avec un appel d'offres. D'autres, c'était des contrats de gré à gré. Là. D'accord. Mais toujours des appels d'offres? Oui. Non, non, des fois, c'était un contrat de gré à gré. Oui, d'accord. Oui, d'accord, oui. Pas eu Vous faites bien de me reprendre. Puis, tandis que les deux en haut, bien, il y avait eu un appel d'offres, mais que ce n'était pas encore terminé le processus. Mais là, comment vous identifiez l'adjudicataire d'un appel d'offres en cours? Parce qu'il avait soumis le proposition, mais le processus n'était pas terminé. Là. Le contrat n'avait pas été donné. Bon. Et là, on voit donc Carl Malenfant qui, vous nous dites, est à l'emploi. Oui, vous vouliez compléter quelque chose? Oui. Parmi ceux qui ont soumissionné, c'était les deux qu'on voyait qui avaient déjà été sur l'hydro, parce qu'on ne connaissait pas encore la conclusion là, du comité de sélection, mais on voyait que ces deux personnes-là avaient été à l'emploi d'hydro en même temps que M. Malenfant. Bon, on va vendre la mèche tout de suite, M. Lapierre. Là. Est-ce que ces deux personnes-là vont finalement être les adjudicataires de l'appel d'offres en cours? Oui, oui. Oui, oui. OK. On voit M. Carl Malenfant qui est dans une boîte bleue. Est-ce que je comprends bien les flèches? Pour ce qui est de M. Malenfant, on comprend qu'il était chez DMR en 1995, chez Hydro-Québec entre 1999 et 2011, et chez R3D entre 2011 et 2013. Oui, c'est bien ça. Et on peut faire le même exercice avec les autres personnes. Tout à fait. On va revenir à ce tableau dans quelques instants, M. Lapierre, mais pour l'instant, ce que j'aimerais savoir, c'est, en fait, si on revient à votre note de tout à l'heure, ce que vous nous avez dit,
en fait, ce qui était écrit dans la note, c'est que vos préoccupations ont été transmises au RORC. Oui, bien, en fait, on lui a déposé le tableau que vous venez de nous présenter. Très On bien. l'avait déposé au ROC, Donc, À à quel- M. Frenette. à M. Frenette. À quel moment? Comme je disais, l'appel d'offres, le contrat n'était pas donné encore. Ça n'a pas traîné, là. On est toujours à l'automne 2015. on Toujours lui à donne. l'automne 2015. Je crois qu'il n'y a pas eu beaucoup de jours entre l'élaboration du tableau et la rencontre avec M. Frenette. Là. On va aller, si vous voulez bien, Madame la greffière, toujours dans la même pièce. On va aller à la page 197. Alors, nous avons cette fois une note à la présidente et chef de la direction, toujours Mme Tremblay en novembre 2015, Oui. par Yves Frenette, qui s'identifie comme étant justement le RORC. En date du 16 novembre 2015. On se situe avant ou après la remise du schéma là, qu'on vient de voir? C'est après. C'est après. Parce que... Vous, est-ce que vous avez participé, vous avez été impliqué dans la rédaction de la note qu'on a devant les yeux? Non. Vous l'avez obtenue quand? Si vous l'avez obtenue. Oui, on l'a obtenu. Je crois même que c'est M. Frenette là, qui nous l'a présenté à moi puis à ma directrice de l'époque. Dans les semaines qui ont suivi le dépôt du tableau. Évidemment, la note est quand même relativement longue et on pourra, M. Frenette, le cochon, pourra être questionné sur la note. Elle ne vous appartient pas, mais quand même, vous l'obtenez, puis ça fait suite à une démarche de votre part. Quelle est votre compréhension de la note de M. Frenette? Qu'est-ce qu'il répond à la PCD relativement à vos préoccupations? Juste pour être certain que c'est la bonne note, pouvez-vous descendre absolument, un peu? absolument. Oui, c'est ça. OK. Dans le fond, il nous répond que les règles contractuelles ont été respectées. C'est ça qu'il nous a répondu. Est-ce que ça fait l'objet de discussion, ça, à l'interne? Cette note-là, puis vos démarches, puis sa réponse à l'effet que les règles ont été respectées? Ben, il nous a expliqué sa position, mais on n'a pas discuté. Là. C'est son avis, c'est celui qu'il a donné à la PCD. Là. Parfait. On n'a pas remis en question que le fait que c'est constat, c'est-à-dire que les règles contractuelles ont été respectées. OK. On va revenir à votre note Oui, qu'on a regardée tout à l'heure, à la page 278, si vous voulez bien, toujours dans la même pièce. Votre note qui est donc postérieure oui, à la note de M. Frenette. oui. Donc, si on peut descendre, s'il vous plaît. Bon, alors, pouvez-vous, M. Lapierre, là, nous lire, s'il vous plaît, le paragraphe qui commence par « Suite aux préoccupations transmises ». Suite aux préoccupations transmises à ce sujet par la DVEP, au responsable de l'observation des règles contractuelles, le ROC, ce dernier a conclu que les règles en matière de gestion contractuelle ont été suivies intégralement, mais fait entrevoir un risque d'image pour la société. Tout comme le ROC, la DVEP constate également que les règles en matière de gestion contractuelle ont été suivies dans l'octroi des contrats faisant l'objet de l'analyse. Alors, on en est là suite à la note du RORC.
Mais là, vous, M. Lapierre, vous préparez une note quelques semaines, voire quelques mois plus tard, puis vous continuez. Là, je vous amène un peu plus loin. Vous avez un autre paragraphe qui dit « Cependant ». Et vous référez là au rapport de la CIEC, vous nommez la commission Charbonneau. Oui, Vous parlez ensuite d'un autre rapport de la vérificatrice générale. oui. On a comme l'impression que le dossier n'est pas clos pour vous, là, que vous revenez à la charge. C'est sûr, je veux dire, on a bien beau respecter les règles contractuelles, mais si ça finit toujours un seul soumissionnaire conforme, ça marche pas. C'est pas ça de l'esprit de la loi, là, c'est d'aller en appel d'offres puis obtenir plusieurs soumissionnaires pour avoir le meilleur prix possible. C'est un peu ça, là, qu'est-ce qu'on avait en tête à l'époque, là. Mais vous, quand vous dites que les règles contractuelles ont été respectées, M. Lapierre, là, sans vouloir vous offenser, vous êtes comptable, vous n'êtes pas avocat. Exact. OK. Si on va voir un peu plus loin dans Impact, donc on va sauter par-dessus le tableau, on y reviendra dans quelques instants, et là on est allé un peu trop loin. Donc on va revenir aux appels d'offres dont vous faites mention dans votre note. Dans Impact et conclusion, là, est-ce que vous pouvez nous lire ce que vous avez rédigé? Dans le cas d'une... Juste pour vous suivre, Oui. toujours référer à la page du document, parce que Ah, le pardon, document donc, est très volumineux. Hein, de la pièce en tant que telle, ça sera à ce moment-là. Ça sera pas bien long, confrère. Donc, on devrait être à la page 279 à ce moment-là. Donc, l'impact. Alors, peut-être nous lire là, pour le bénéfice de tous, M. Lapierre, le paragraphe Impact et conclusion. Dans le cas d'une éventuelle vérification des contrats par le VGQ, comme cela s'est fait au CSPQ, CSST, MERN, MEESR et RQ, les éléments identifiés précédemment peuvent devenir des objets de vérification et soulever des préoccupations. Dans cette éventualité, le processus d'acquisition du PGI pourrait être questionné de même que son résultat. Alors, paragraphe prophétique, s'il en est, on est évidemment avant le rapport d'audit de la VG à ce moment-là. Continuez. Oui. Conclusion? Conclusion. Notre analyse indique que les résultats des comités de sélection n'ont réussi qu'à une seule reprise à qualifier plus d'un fournisseur. Par conséquent, ces résultats ne semblent pas permettre au libre-jeu de la concurrence de s'effectuer et d'assurer à la société l'obtention d'un juste prix. Peut-être que la réponse coule de source à ce stade-ci, M. Lapierre, mais quel est votre objectif, vous, lorsque vous revenez à la charge avec cette note signée par la directrice de la DVIEP? En fait, on veut que le marché soit plus ouvert. On veut que ça arrête ce type d'appel d'offres-là. On veut s'assurer aussi que là, on entre dans le processus d'appel d'offres PGI, que ça ne soit pas éclaboussé non plus. C'est sûr. Donc, si on remonte au tableau, peut-être qu'on va, on va voir, là, on va identifier ici, dans votre tableau, vous faites référence à différents appels d'offres. Oui. Vous avez une colonne également nombre de soumissions reçues et nombre de soumissions conformes. Oui. Et là, on va aller voir en détail, M. Lapierre. 16h09, on a le temps de peut-être d'en regarder un. On va aller voir peut-être pour commencer l'appel d'offres 22 960. Donc, qui s'intitule dans votre tableau, on va commencer par le volet A, Conseil stratégique en gouvernance TI. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ensemble la pièce 26 P92.
je vous demanderai de bien vouloir aller à la page 6 du document, s'il vous plaît. Donc, M. Lapierre, nous avons fait, à l'aide de l'appel d'offres identifié dans votre tableau, nous avons extrait de SEAO les documents d'appel d'offres. Nous sommes ici à l'avis qui est publié sur SEAO. Et si on va à la page 6, donc, et si on baisse un peu, encore un peu, en fait, on va aller à la page, pardon, on va aller tout de suite sauter à la page 10. Ça va être plus facile. Donc, baissez un petit peu, s'il vous plaît. Encore un peu. Donc, sous la rubrique soumissionnaire, pour le volet A, à qui le contrat a-t-il été octroyé, M. Lapierre, que vous voyez là comme information, Oui, Madeleine Chagnon, Service Conseil, Inc. dont le contact est Madeleine Chagnon, la date de conclusion du contrat, 25 mai 2015. donc un peu avant là, la confection du tableau qu'on a vu tout à l'heure. Oui, Pour quel montant? 1 200 000 exactement. Je m'excuse de vous faire ça, Madame la greffière, mais on va retourner voir notre tableau. Donc, on va aller à la page, à la pièce, pardon, 26P86. À la page 188, pardon. Donc, Madame Chagnon, là, est-ce que vous pouvez, à l'aide du tableau qui est devant vous, nous expliquer, en fait, nous faire les liens entre Madame Chagnon et Monsieur Malenfant? Ils ont travaillé chez Hydro de 1999 à 2009. Donc, les deux, pendant 10 ans, ont travaillé ensemble Oui. chez Hydro-Québec. Tout à fait. Puis chez R3D, les deux étaient vice-présidents de mémoire. Ils ont travaillé de... Madame Chagnon, elle a travaillé de 98-2013. Monsieur Malenfant, ils ont travaillé de 2011 à 2013 ensemble. Et là, s'il y a des, est-ce que c'est possible qu'il y ait une période qui se recoupe entre R3D et Hydro-Québec? Peut-être, oui. Est-ce que ça s'explique par le fait qu'elle était consultante pour R3D chez Hydro-Québec? Je me souviens pas. Ça, vous n'avez pas souvenir de ça? Non. Parfait. Dans le cadre, puis là, vous avez toujours votre note de janvier 2016, Monsieur Lapierre. Oui. Combien de soumissions ont été reçues dans le cadre du volet A de l'appel d'offres P22960? 3. Combien de soumissions conformes? Une seule. Donc, combien d'enveloppes de prix ont été ouvertes? Une seule. Une seule. Madame Chagnon, toujours dans le cadre de vos vérifications en 2015, lors de l'appel d'offres de 2015 qu'elle remporte, est-ce que vous avez remarqué quelque chose de particulier relativement à ses liens contractuels avec la société avant le processus d'appel d'offres de 2015? Elle était déjà à l'emploi de la société. De mémoire, c'est avec des contrats de gré à gré. Bon, là, quand vous me dites à l'emploi de la société, là, vous voulez dire qu'elle travaillait au sein de la société, Oui. mais elle n'était pas employée syndiquée de la société. Non. Non. D'accord. Comme À quel contractuel. titre? Comme contractuel. Oui. Des contrats par appel d'offres? Non, des contrats de gré à gré. Sur quelle période? Sur des périodes qui précédaient cet appel d'offres-là. Si je vous suggère un contrat de gré à gré de 88 000 de septembre 2014 à juin 2015, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça aurait du bon sens, oui. Si je vous suggère qu'il y en a même eu un
auparavant, avant 2014, un autre contrat de gré à gré? Ah, c'est possible. Monsieur le commissaire, on a identifié là, dans cette plage de documents la possibilité auprès de la société qu'il y ait de l'information privilégiée. Oui. Honnêtement, je ne pensais pas pouvoir me rendre jusqu'ici aujourd'hui. On va peut-être mettre ça de côté. Je vais avoir des discussions avec ma consoeur ce soir, puis on produira, on regardera ensemble les contrats de gré à gré demain, si vous le permettez. Voulez-vous arrêter maintenant, 4h15? C'est vous. Si c'est plus facile... Oui, je vais peut-être tout simplement finir quelques questions sur ce volet-là, puis effectivement, on pourra... Avant de changer de sujet, on commencera demain matin. Parfait. En fait, peut-être une dernière question, Monsieur Lapierre, sur ce contrat. Est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier quant aux critères de sélection, quant aux critères de l'appel d'offres pour retenir la ressource stratégique? Oui, dans l'appel d'offres, on exigeait une maîtrise. Une maîtrise? Oui. Puis elle ne pouvait pas être compensée, je pense. C'était comme ça. C'était vraiment... je ne l'ai pas vu souvent. C'est une maîtrise exigée. Bien, peut-être on pourra... Maîtrise pour faire quoi, là? C'était quoi le contrat de gré à gré, là? Ça n'a pas de souvenir, là? Non, c'était dans l'appel d'offres, ça. OK, qu'on exigeait. Oui, c'était dans l'appel d'offres qu'on exigeait une maîtrise. OK. Puis on ne pouvait pas compenser cette maîtrise-là par d'autres choses? De mémoire, non. OK. C'est particulier. Hein. Prenons une minute pour aller voir. Si on retourne à la page 26, à la pièce, 26P92, à la page 39. Donc, on est dans les documents d'appel d'offres pour le volet A. On va descendre un petit peu, s'il vous plaît, sous la rubrique 3.1.3. Et là, donc, on voit attente minimale en caractère gras. Le premier, c'est détenir un diplôme de 2e cycle en administration, en gestion de programme ou de projet, ou dans un domaine connexe. Toujours en gras, l'absence d'un diplôme ne peut être compensée par des années d'expérience pertinentes au mandat. Donc, c'est à ça que vous faisiez référence, M. Oui. Lapierre? Et là, on voit toute une autre série de critères par la suite, d'attente minimale. Si vous pouvez défiler, peut-être qu'on, sans les lire, là, on va les regarder rapidement, on va voir l'ampleur là, de... Vous pouvez descendre également. Merci. Vous alliez rajouter, M. Lapierre? Non. Ça va? C'est bon. Je remarque également dans attente supplémentaire souhaitable, qu'il serait souhaitable d'avoir déjà réalisé un mandat à la société. Oui. Et rappelez-nous combien de soumissionnaires conformes vont être retenus? Un seul. Donc, on va regarder ensemble le volet B, M. Lapierre, demain matin. On va vous retenir en Donc, Montréal. dans votre note, c'est ce que vous dites, malgré les recommandations de la commission Charbonneau sur ce genre d'appel d'offres-là, malgré les rapports de la VGQ, c'est à ça que vous faisiez référence. C'est beau. Complet. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, on va... Demain matin, 9h30. Merci. Merci, monsieur. Bonne soirée. Veuillez vous lever. Ajournement demain matin, 9h30.